Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi que j'ai l'honneur de vous présenter vise à mettre en place un régime de déclaration de domicile en mairie des habitants installés sur le territoire de la commune. En modernisant notre mode de détermination de la domiciliation des personnes, ce nouveau régime permettra de constituer des registres de population communale et d'améliorer ainsi le régime rendu à la population, de mieux planifier la mise en place des services publics et de rendre plus juste l'attribution des dotations de l'État. La culture juridique française et l'importance donnée à la protection de la vie privée, mais aussi les enseignements de l'histoire, ont fait que notre pays a toujours regardé avec circonspection tout fichage général de la population. En ne prévoyant que des fichiers communaux, le présent texte prend en compte cette histoire, mais aussi la demande de simplification des démarches. Avant d'être l'occasion de constituer un fichier de la population établi sur le territoire d'une commune, la déclaration de domiciliation constituerait un progrès dans la simplification des démarches administratives de nos concitoyens. Si une telle déclaration apparaît comme une nouveauté, il ne faut pas en exagérer la portée. Chez la plupart de nos voisins européens, la déclaration de domiciliation constitue une obligation, généralement assortie de sanctions, résultant de l'obligation faite aux communes de tenir le registre de leurs habitants. En outre, l'inscription au registre de la population détermine de nombreux droits et obligations tels que le droit de vote ou la perception de droits sociaux, de sorte que les sanctions expresses peuvent être considérées comme superflues. Si l'inscription domiciliaire et la construction de fichiers de population ne font actuellement pas partie du débat positif dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le droit local issu de la période d'annexion de l'Empire allemand prévoit toujours une obligation de déclaration domiciliaire, tombée cependant partiellement en désuétude du fait de l'absence de régime de sanctions. En outre, certaines catégories de personnes sont d'ores et déjà contraintes par la loi d'effectuer une déclaration de domiciliation. Une telle obligation pesait jusqu'en 2006 sur les étrangers en application du décret du 31 décembre 1947. Ce régime a été aboli en 2006 avec l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'inscription sur un registre communal est encore aujourd'hui imposée aux gens du voyage par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969. Saisi dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé le 5 octobre 2012 que cette obligation était destinée à remédier à l'impossibilité pour ces personnes de satisfaire aux conditions requises pour jouir de certains droits ou pour remplir certains devoirs, et ainsi qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit au respect à la vie privée. Enfin, selon le second alinéa de l'article 102 du Code civil, cet alinéa donc impose une obligation similaire aux bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France. Le dispositif proposé par la présente proposition de loi ne prévoit pas de sanctions et ne remet donc pas en question la liberté d'aller et venir de nos citoyens. L'accomplissement d'une formalité nécessaire à un objectif d'intérêt général ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir. Il ne s'agit pas de délivrer une autorisation de changement de domicile. En outre, le Conseil constitutionnel, dégageant la liberté d'aller et venir comme une liberté constitutionnelle, considère qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde des faits d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle, comme le maintien de l'ordre public, et d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir. Les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice de ces libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par un intérêt général. Ainsi, si l'on estimait que l'obligation d'inscription sur le registre communal de domiciliation portait atteinte à une liberté publique, cette contrainte limitée par l'absence de sanctions resterait justifiée par la poursuite d'objectifs d'intérêt général. Si l'article 1er de la présente proposition de loi prévoit une obligation de déclarer tout établissement ou transfert de domicile auprès des services municipaux, il ne prévoit ni régime de sanctions en cas d'absence d'exécution de cette formalité, ni délai pour effectuer cette déclaration. L'absence de déclaration empêcherait simplement de bénéficier des services publics fournis, nécessitant donc de prouver cette domiciliation. Cependant, il est important de préciser les finalités et les objectifs d'intérêt général d'un tel registre domiciliaire.
Examinant le 30 mars dernier le projet de création d'un registre national au crédit des particuliers, le Conseil constitutionnel a estimé que le registre ne présentait pas les garanties nécessaires et que l'atteinte au droit au respect de la vie privée ne pouvait pas être regardée comme proportionnée au but d'intérêt général poursuivi par le législateur. Au regard de ce cadre, l'article 1er de la présente proposition de loi apporte plusieurs garanties. Premièrement, il ne prévoit pas la création d'un fichier national unique regroupant des informations nominatives de l'ensemble de la population, mais celle de 36 767 fichiers communaux n'ayant pas à être interconnectés par des liens forts permettant d'effectuer des recherches sur des fichiers interconnectés. Deuxièmement, la gestion des registres et le droit d'accès et de rectification des personnes devront s'effectuer dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier de 1978, dite Informatique et liberté. Troisièmement, l'accès aux données nominatives sera limité aux agents chargés de la mise à jour du fichier. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées ou leur détournement serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Un amendement que je défendrai tout à l'heure a pour objet de définir précisément et limitativement les finalités pour lesquelles les données pourront être utilisées. Enfin, la présente proposition de loi s'inscrit dans une démarche de simplification des formalités devant être effectuées par nos concitoyens. Le régime de preuve de domiciliation n'est plus adapté à la demande des citoyens dans une société de l'information. Attester de son domicile apparaît de plus en plus compliqué pour nos concitoyens dans un contexte où la mobilité de la population s'accroît, puisque 11% des Français déménagent chaque année. Depuis plusieurs années, des mécanismes ont été mis en place pour faciliter les démarches de nos concitoyens, comme le service public du changement d'adresse ou le projet Dites-le nous une fois, plutôt destiné aux entreprises. Le décret du 26 décembre 2000 fait de la déclaration de domiciliation la règle, sauf pour les formalités administratives les plus sensibles. Cependant, tout le monde peut constater que ces dispositions rendent parfois malaisée la fourniture d'une preuve de domiciliation. Les traditionnelles factures d'eau, d'électricité ou de téléphone sont de plus en plus souvent dématérialisées par les opérateurs et de plus, elles ne comportent que le nom du titulaire de l'abonnement et non ceux des autres membres du foyer. Aussi, dans la majorité des cas, la domiciliation des usagers repose avant tout sur une déclaration plutôt que la fourniture d'une preuve, comme prévu par les articles 104 et 105 du Code civil. Seule la confiance dans la bonne foi des personnes permet de prendre en compte leur nouvelle adresse de manière pratique. Aussi, l'article 1er de la présente proposition de loi propose-t-il de modifier les règles de preuve de domiciliation prévues par l'article 104 du Code civil en disposant que l'accomplissement de la déclaration de domiciliation donne lieu à la remise d'un récépissé par les services municipaux. Ce récépissé de déclaration de domicile constituerait à l'avenir l'unique justification de domicile à produire pour l'accomplissement de toute formalité administrative. Ainsi, afin de simplifier la preuve de domiciliation de nos concitoyens, l'inscription sur le registre de domiciliation de la commune ou de l'arrondissement serait désormais la seule formalité essentielle pour effectuer les démarches administratives nécessitant de justifier de son domicile. L'article 2 de ce texte prévoit que les personnes ayant établi leur domicile avant l'entrée en vigueur du présent texte, fixé au 1er janvier 2015, disposeraient d'un délai de 3 ans pour procéder à la déclaration de domiciliation auprès des services municipaux. Mais le registre de domiciliation représenterait également une avancée pour la gestion des collectivités territoriales. Si la mise en place d'une déclaration de domicile peut simplifier la vie de nos concitoyens, elle permettrait aussi d'améliorer les modalités de financement et de gestion des communes et des services communaux en donnant une vision plus exacte de la population qui est établie sur le territoire communal. La connaissance de la population est en effet un enjeu majeur pour les autorités communales et aujourd'hui un objectif de recensement de la population. Si en application de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les modalités de recensement et de détermination de la population légale par l'INSEE ont évolué et ne reposent plus sur le seul recensement, les résultats obtenus par ces méthodes font l'objet de critiques récurrentes. Certaines communes contestent en effet les chiffres de population légale tels qu'établis par les enquêtes de l'INSEE. Par exemple, le maire communiste de Grigny, M. Philippe Rio, dénonce une sous-estimation qu'il évalue à 17% de sa population dans le recensement de ses habitants, à l'origine d'importantes pertes de dotations publiques. L'INSEE prend en compte ces critiques et réalise parfois des enquêtes complémentaires.
En outre, des réflexions sont en cours sur l'utilisation de données provenant des fichiers détenus par d'autres administrations, en l'occurrence des fichiers fiscaux ou du répertoire national commun de la protection sociale, pour affiner les résultats tirés des enquêtes de terrain. Aussi, l'article 1er de la proposition de loi prévoit-il de réécrire l'article 105 du Code civil afin de prévoir les modalités de tenue par les services communaux d'un registre recensant les personnes ayant déclaré établir leur domicile sur le territoire de la commune ou de l'arrondissement. Ces chiffres permettraient aux collectivités territoriales de mieux planifier les équipements et services nécessaires aux concitoyens. Les communes doivent en effet réaliser des investissements nécessitant de pouvoir planifier à moyen terme l'importance et la répartition de la population qui bénéficiera de ces services publics. Mais les chiffres tirés de ce registre permettraient aussi une répartition plus juste des dotations de l'État. La population DGF, c'est-à-dire la population retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, est prise en compte avec un décalage pouvant atteindre 3 ans. Selon les chiffres communiqués par la Direction générale des collectivités locales, sur un montant global de 40 milliards d'euros de DGF, 12,5 milliards correspondent aux dotations de base des collectivités attribuées selon le seul critère de la population. À cela s'ajoutent 6,9 milliards de dotations pour lesquelles la population est un critère d'attribution parmi d'autres. Enfin, le critère de population intervient dans le calcul du potentiel financier qui permet de bénéficier de certains versements. Si les résidents secondaires sont pris en compte dans l'attribution de la DGF, cela ne l'est que de manière minorée pour un habitant supplémentaire par foyer. Cette minoration n'est pas sans conséquence dans certaines zones frontalières où les facilités de transport permettent à des personnes travaillant à l'étranger de déclarer leur résidence en France comme secondaire, alors même qu'ils l'occupent à l'année, par crainte de perdre la jouissance de régimes sociaux et fiscaux dont ils bénéficient en étant officiellement résidents de l'autre côté de la frontière. De la même manière, ces personnes ne sont pas prises en compte dans l'attribution des fonds frontaliers pour lesquels le canton de Genève rétrocède aux départements et communes de l'Ain et de la Haute-Savoie 3,5% de la masse salariale taxée à la source, alors que dans les faits, ces faux résidents secondaires doivent bénéficier des services municipaux occasionnant autant de charges pour les communes. C'est pourquoi l'article 4 du texte prévoit qu'à compter de l'attribution des dotations pour l'année 2018, les chiffres déduits du registre des personnes domiciliées servent de base à la détermination de la population légale de chaque commune, en lieu et place de la population majorée de la DGF. Lors de l'examen en commission des lois, la majorité n'a pas adopté ce texte en soulevant des arguments divers et parfois contradictoires, montrant l'embarras dans lequel elle se trouve pour expliquer pourquoi elle écarte cette proposition. Je vais donc tenter d'apporter des réponses claires. En premier lieu, la présente proposition de loi n'a pas vocation à mettre en place un fichier national et universel de la population. Elle vise avant tout à fournir une réponse concrète à des besoins clairement identifiés. Il ne prévoit pas d'interconnexion par des liens forts permettant notamment des recherches croisées. Il sera possible que les mises à jour se fassent par simple envoi de messages électroniques ou postal du nom des personnes qui se sont inscrites dans une autre commune. En second lieu, il a été reproché à ce texte de ne pas préciser clairement les finalités pour lesquelles seraient utilisées les données tirées des registres communaux. L'amendement numéro 3 que j'ai déposé le clarifie complètement par une définition circonscrite. La fourniture aux intéressés de services et prestations par la commune et pour l'accès aux activités scolaires et périscolaires, ainsi que la réalisation de statistiques pouvant servir notamment à l'attribution des dotations de l'État. En troisième lieu, il a été évoqué que la mise en œuvre de cette déclaration représenterait un coût important en termes de personnel. Mais il semble que dans chaque mairie, il existe un bureau de l'état civil, un service en charge de la gestion des listes communales électorales, un autre en charge du périscolaire, des prestations destinées à la petite enfance, etc. Donc, comme l'a confirmé la CNIL, il est tout à fait envisageable qu'en une seule inscription mutualisée, on puisse s'inscrire ou mettre à jour l'inscription des membres du foyer. Conclure, ma chère collègue. Je me félicite aussi de la décision du président Urvoas de vérifier la conformité de cette proposition de loi à l'article 40 de la Constitution. Et en la déclarant recevable, le président Carrez a certifié que la présente proposition ne créait pas de charges supplémentaires pour les communes. Enfin, certains ont laissé entendre que les données existantes étaient bien suffisantes pour gérer efficacement les communes, mais je les invite à se rapprocher des maires de ma circonscription qui ont des manques à gagner substantiels ou du maire du Grigny qui constate une différence de 17% entre les enfants recensés et la population scolaire. Enfin, en dernier lieu, les questions de l'absence de contrôle et de sanctions pénales ont laissé perplexes les membres de la majorité. Notre intention est claire, il n'y aura pas de sanctions en cas d'absence d'inscription. La sanction, c'est qu'en fait, le bénéficiaire se l'infligera à lui-même puisqu'il ne pourra pas bénéficier de certaines formalités.
Donc finalement, cette proposition rejoint les préoccupations de nombreux parlementaires de tous bords, y compris au niveau local, et elle reste perfectible. Et donc, bien sûr, je serai attentive aux amendements qui seront déposés sur ce texte. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure.